glioblastome. Merci à nos deux intervenants d'avoir accepté l'invitation. Donc, nous allons avoir deux intervenants d'exception, donc Emmanuel Snazel-Pazzi, Monsieur Gilles Brezard. Voilà, je laisse la parole à Emmanuel. Merci d'être ici. Merci aux neuronautes de nous avoir invités, d'avoir organisé cette conférence sur le glioblastome. Donc, j'ai l'honneur et le plaisir de lancer d'introduire le sujet et de vous parler du glioblastome et de son écosystème et de disséquer ensemble cette relation toxique qu'est cette maladie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dois de définir ce qu'est le glioblastome. Tous ceux qui sont vous êtes vous tous, vous ne savez pas forcément ce qu'est le glioblastome et quelles sont les caractéristiques de cette maladie. Et comme toute bonne présentation qui respecte, je vais commencer par un petit point historique avec les Grecs que nous apprécions pas. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le glioblastome? Eh bien, le glioblastome, c'est un cancer, donc une maladie qui a été premièrement définie uniquement par Hippocrate, de par sa forme de crabe, qui avait appelé carcinoma. Et c'est ensuite par Claude Gagnaire qui va développer le terme homonyme d'oncos pour parler de ces petites tumeurs. C'est comme ça que vous en entendez parler d'oncologie et de neuro-oncologie. Et dans glioblastome, le terme glio montre l'origine de cette tumeur qui provient donc de la glie, donc qui est le tissu de soutien des neurones, qui a un rôle très important dans le système nerveux central en conditions physiologiques, mais également dans le cancer, et ça je vais en parler un peu plus tard. Donc pour rentrer dans le vrai vif du sujet, et en quelques chiffres, selon l'OMS, qu'est-ce que c'est que le glioblastome? Eh bien le glioblastome fait partie des tumeurs primaires cérébrales qui correspondent à 2% des cas de cancer, donc c'est compté comme un cancer plutôt dit rare, et parmi ces tumeurs cérébrales, 26% sont des gliomes. Les gliomes, c'est la grande famille des glioblastomes. Et parmi tous ces gliomes, le glioblastome correspond à environ 60% de tous ces cas. Et au niveau de l'incidence, on est à 3 à 5 cas pour 100 000 habitants par an, ce qui fait un cancer avec une assez faible incidence. Et pourtant, le glioblastome a de nombreuses caractéristiques qui le rendent si délétère. Déjà, c'est une tumeur cérébrale et c'est la tumeur cérébrale primaire la plus fréquente et la plus agressive chez l'adulte. Sa médiane de sa survie relative à 5 ans est d'environ 5,8%, ce qui s'explique par les caractéristiques inhérentes du glioblastome, mais également de différentes tumeurs, donc comme sa capacité à infiltrer le cerveau, d'être fortement vascularisé, de se multiplier très rapidement et d'être résistant au traitement. Et en parlant de ces traitements, bien même quand elle est traitée, cette tumeur est responsable d'une survie médiane de 15 à 17 mois. À noter que si cette tumeur n'est pas traitée, donc ça dépend des cas, parfois on ne peut pas les traiter, la survie médiane est seulement de 5 mois. C'est le moment qu'il faut. Et en parlant justement de ces thérapies, eh bien pour le traiter, on utilise encore le traitement standard, le protocole Stupp, qui a été développé en 2005. Donc au début de ma thèse, en 2020, je pouvais dire que le traitement standard n'avait pas changé depuis 15 ans. Et puis maintenant, je dis que le traitement n'a pas changé depuis 20 ans. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a rien essayé de développer de mieux. Ça veut juste dire que pour l'instant, on n'a. C'est pas mal. Donc ce traitement est assez simple. C'est que la tumeur est enlevée par un geste chirurgical qu'on appelle la résection. Et suite à cette résection, une combinaison de radiation et de chimiothérapie grâce au témozolimide est donnée en concomitance. Et pourtant, les récidives sont inévitables. Il y a forcément une tumeur qui va repartir à partir de cellules, ce qu'on appelle résidentes, donc les cellules qui sont sûrement restées après la chirurgie, parce que le chirurgien n'a pas tout enlevé au moment de la résection, et qui n'ont pas été tuées. Donc malgré toutes ces thérapies qui ont été mises en place, des thérapies très innovantes, la stratégies thérapeutiques pour le glioblastome ont toujours été prises en échec. Donc même des thérapies qui étaient plutôt avec de grandes chances de réussite dans les gliomes, et qui marchaient plutôt bien même dans d'autres types de cancers, eh bien à chaque fois elles se sont retrouvées comme un échec, où le glioblastome a réussi à repartir, voire a potentiellement rendu la survie du patient moindre. Et
Pour un petit chiffre, en 2018, donc ça c'est pour avoir conscience du nombre de décès qui ont été faits, en 2018, il y avait 759 essais cliniques qui étaient soit en cours, soit en préparation. Et si je suis là aujourd'hui, c'est justement parce que dans ces 759, il y a 6 ans, 7 ans maintenant, aucun n'a abouti sur une thérapie plus efficace que ce qui existe déjà depuis 2005. Et quand on s'intéresse un peu à cette maladie, eh bien en fait, d'autres chercheurs qui sont intéressés au passé, au présent, au futur du glioblastome ont même présenté le glioblastome comme l'empereur des cancers. Et ça, c'est pour plusieurs raisons que je vais vous présenter. Là, pourquoi ces échecs? Eh bien en fait, il y a un grand nombre de raisons pour expliquer ces échecs. Donc je ne peux pas vous en parler de tous maintenant, parce que sinon je pourrais y passer. Militaire qui colle. Et le principe, c'est de pouvoir, avec cette résolution, reconstituer en 3D la vascularisation, également ces cellules immunitaires, et d'observer ce qui se passe au niveau de la densité tumorale, puisque avec cette image, on peut vraiment comprendre la complexité des vaisseaux et des cellules immunitaires plus que par de simples soins. Maintenant, je vais essayer de repartir sur notre tableau. Donc, pour les soucis. C'est l'écran. On voit rien, en fait, on voit pas le diable. Là, c'était limite. Parfait, merci. Est-ce qu'il y en a de vous qui a de la batterie sur l'ordi pour mettre plus près l'ordi? Oui, pour mettre l'ordi plus près sans le mettre en charge. Ça va, j'ai un peu essayé de me convaincre de la qualité de la présentation et du microscope de la microscope qui a fait le lien. Donc normalement, il n'y a plus de vidéo, donc c'est bon, le gros bit va s'arrêter maintenant. Ça peut reprendre normalement. Et le petit papier, ça va. Heureusement, ça va. Heureusement. Donc, après ce petit moment de dysphorie, l'importance que je voulais montrer, c'était justement que le LightSheet est un outil décisif dans notre recherche de manière générale, puisqu'il nous permet de mieux comprendre les effets d'une molécule sur le développement de la tumeur, mais également de l'évasion de cellules immunitaires. Et au niveau des modèles humains, justement, de l'adapter, donc dans des modèles, dans des plateformes où on traite des tumeurs directement à la sortie du bloc, de pouvoir le mettre dans une outil de traitement, cette fois dans les modèles humains, justement dans un cerveau de souris. Et, j'espère que je ne vais pas trop dépasser tout le temps, la microscopie avec de lumière n'est pas la seule technique pour comprendre ce qui se passe dans le glioblastome. Parce que jusque-là, ce que je vous ai montré, c'était des images fixes. Il y a besoin, du coup, d'un aspect dynamique qui est complètement perdu. Et ça, c'est permis grâce à l'imagerie intravitale qui a un principe légèrement plus compliqué que la microscopie avec de lumière. Donc, vous avez compris, je ne vais pas vous la présenter maintenant dans les points de vue physiques, puisque c'est une technique physique qui est extrêmement intéressante. On pourra en parler plus tard si vous voulez. Mais en gros, ce que ça permet, c'est justement d'observer ce qui se passe dans la tumeur, dans un organisme vivant. Alors, on parle de glioblastome, de tumeur, on parle de quelque chose de vivant. Et pour donner une petite idée de ce que l'on peut observer, là, ce que vous voyez, c'est une tumeur vivante en temps réel, où vous voyez les cellules immunitaires, qui sont fluorescentes car c'est un modèle transgénique, interagir dans leur environnement. Et ça, c'est très important, parce que déjà, vous voyez que les cellules immunitaires ne font pas grand-chose. Et c'est la particularité des cellules immunitaires dans le glioblastome, c'est qu'elles ne font pas grand-chose. Normalement, elles sont censées, comme vous voyez sur la droite, manger, littéralement, phagocyter, c'est ce qu'on appelle, pour détruire les cellules tumorales. Et là, ça n'arrive pas. Et ça permet de mieux comprendre comment les cellules tumorales interagissent avec leur environnement. Et pour enclencher la dernière partie, normalement, sur quelque chose. Normalement, je vous ai parlé avant, vous avez parlé de neurones, de glis, de vaisseaux, d'un système très complexe, et puis tout à l'heure, je vous montre des images, vous voyez seulement les vaisseaux, seulement avec les cellules tumorales, ou seulement des cellules immunitaires avec des tumeurs. Mais est-ce qu'au final, cet écosystème n'était pas plus complexe? Puisque justement, vous avez montré ce schéma qui peut faire peur, certes, mais qui implique un grand nombre de populations, pas seulement 3-4 populations qu'on observe en même temps. Donc pour ça, il faudrait une dernière technique d'imagerie qui permettrait d'observer tous ces éléments en même temps. Donc bien sûr, si je dis ça, c'est que la technique existe. On l'a vu depuis le début, puisqu'en fait, cette technique s'appelle l'imagerie hyperplexe, et que cette image, ça a été mon fond de diapo depuis le début. Et c'est une technique qui existe depuis 3-4 ans, et qui permet justement, donc voilà, là je peux prendre cette petite imagerie qui est au CRCM, donc il n'y en a que 2 ou 3 pour l'instant,
et qui permet, en temps normal, de voir sur une seule image chaque cellule qui nous intéresse. Par exemple, là, vous voyez en bleu, vous voyez les cellules tumorales. En rose, vous voyez les neurones, ils sont un peu dans la partie en bas à droite. En rouge, vous voyez tous les vaisseaux. Donc là, vous voyez, il y a énormément de vaisseaux dans cette tumeur. Mais également cette vie, je veux dire, englober cette tumeur. Et également les cellules immunitaires, donc vous voyez de plusieurs couleurs, car comme vous le dites, les cellules immunitaires sont extrêmement complexes. Et je vais conclure ma présentation avec le message vraiment qui m'intéressait et que je voulais vous transmettre, c'était que justement, les résultats que j'ai pu obtenir pour ma thèse et au sein de notre équipe ont été permis par une combinaison de techniques. C'est seulement en combinant la microscopie avec de lumière, à l'imagerie infraverticale et à l'imagerie hyperplexe que nous avons pu obtenir des résultats qui ont pu nous montrer que la molécule adaptée pour améliorer les traitements antitumoraux. Et c'est ça le vrai message de ma présentation. Une technique, aussi belle qu'elle soit, certes, la microscopie avec de lumière, ça change, je pense. Mais aucune technique ne se suffit en elle-même en biologie. On a besoin d'avoir de nombreux aspects pour avoir plusieurs informations du même élément biologique. Et c'est sur et c'est surtout en vous présentant une partie de mon équipe qui m'a permis de m'accueillir pendant la thèse. Et malheureusement, je n'ai pas de photos récentes présentables où il y a beaucoup d'aspects. Il y a une grande équipe avec des chercheurs, des cliniciens, beaucoup d'étudiants. Et c'est grâce à eux que je suis remercié nos étudiants de présent, et même l'INP qui a pu m'accueillir. Et je vous remercie également pour votre attention. Merci beaucoup. Donc ce qu'on vous propose, c'est qu'avec Gilles, on est plus tous les deux, il va enchaîner avec sa présentation pour nous faire une séance questions-réponses, mais à deux. Alors, vous m'entendez? Bonjour à tous. Avant ça, d'abord, je vais me présenter. Je suis Gilles Rosard et je suis maître de conférence à la fac de pharmacie, un tout petit peu plus loin. Et puis surtout donc, au sein de l'INP, le même endroit que l'INP. Et puis avant ça, bien sûr, je remercie les organisateurs de ce développement. C'est vraiment une bonne occasion d'abord de rencontrer les athlètes. Et puis, c'est de parler un tout petit peu moi de ce que je fais. Et je consacre, je dirais, à peu près tout mon temps quand je ne suis pas en amphi. Oui, encore en grande quantité dans le cerveau, qui est tout simplement la protéine. Donc, avant ça, quand même, comme on est plutôt dans un contexte cancéreux, on va revenir un tout petit peu à la source, qui est tout simplement le microtubule. Le microtubule, depuis moins de 60 ans, ça va être une cible privilégiée dans le traitement de beaucoup de cancers. Ces cancers peuvent être, comme vous le savez, extrêmement variés. Et ce microtubule-là, ça fait tout simplement partie des grandes familles des cytosquelettes. Probablement, vous en connaissez d'autres, comme notamment les filaments d'actine. Il y en a un que vous pratiquez sans arrêt, c'est tout simplement le système actomyosine. C'est celui qu'on va trouver au niveau des muscles, dans l'ensemble de nos cellules. Mais vous avez aussi un autre cytosquelette extrêmement important et extrêmement dense, qui est tout simplement les microtubules. Ces microtubules, c'est un assemblage de protéines simples, la tubuline. Ce sont dimères de tubuline, et qui vont s'assembler en ce qu'on appelle en fait protofilaments. Et ces protofilaments vont former ensemble un tube. Alors, ça, c'est extrêmement important parce que ces microtubules
ont pour vocation d'intervenir, je dirais, dans toutes les phases de vie de la cellule. Ils interviennent dans le trafic, qui soit tout simplement de macromolécules, protéines, comme tout simplement, ça va être d'autres types de molécules, mais aussi de vésicules. On va souvent trouver des petites vésicules accrochées, la plupart du temps par des protéines de liaison, et qui vont être acheminées via ces rails, quelque part, dans certains endroits de la cellule, et qui vont être donc importants pour répondre aux besoins de la cellule. Ça peut être inorganique, ça peut être tout à fait autre chose. Mais pas que. Ces microtubules vont être extrêmement importants dans notamment tout ce qui va être le processus de migration. Derrière le terme de migration, et ça va être extrêmement important, par exemple dans le cancer ou dans les cancers, ça va être les phénomènes d'invasion. D'accord? Donc les cellules peuvent être, j'espère pas, mais si vous avez entendu les termes de métastase, eh bien ces métastases, ce sont des cellules tumorales qui vont quitter un foyer primaire, là où commence le cancer, puis vont les tissus qui peuvent être environnants, mais parfois même très très loin. Si on prend par exemple le cas du mélanome, eh bien ça commence à la peau et ça peut finir par exemple directement dans le cerveau. Effectivement, pour aller donc, de la peau jusqu'au cerveau, il va falloir à un moment donné quand même voyager, si je puis dire. Donc bouger. Donc cette migration est extrêmement importante et donc les microtubules vont intervenir là-dedans. Mais avant tout ça, avant même, je dirais, d'être dans un contexte pathologique, eh bien, ces microtubules vont être extrêmement importants, notamment dans la division cellulaire. C'est justement les fameux fuseaux mitotiques que certains biologistes que vous êtes ont probablement entendu parler, avec donc, ces processus où on voit une cellule qui va donner deux cellules filles, avec donc, une séparation des deux cellules filles, eh bien, ça va impliquer évidemment des microtubules. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que dans un cadre un peu cancer, ça veut dire que donc, on comprend assez facilement que pourquoi, depuis une soixantaine d'années, le microtubule va constituer une cible privilégiée dans les traitements. Vous allez donc avoir énormément de composés qui vont chercher justement à atteindre le microtubule pour aller le perturber, notamment pour chercher à tuer tout simplement la cellule cancéreuse. Alors, juste une petite présentation, une petite vidéo qui passe, on la met là-bas. Ah, ça arrive quand même. Ici, ce sont des cellules. Alors, c'est une cellule cancéreuse qui va être tout simplement, qui va exprimer un transgène codant donc, pour de la tubuline, mais accroché avec une protéine fluorescente qu'on appelle tout simplement la GSTM, mais peu importe. Et là, ce que vous observez, eh bien, vous voyez d'abord qu'il y a beaucoup de microtubules dans une cellule, et ça, c'est pas parce qu'on est tout simplement dans une cellule tumorale, pas du tout. Toutes nos cellules sont constituées d'une grande quantité de microtubules. Alors, pour les étudiants qui sont dans la salle, lorsqu'on vous figure 2 microtubules, 2-3 microtubules dans un dessin sur le tableau, vous figurez complètement. En fait, il y en a énormément dans nos cellules. Et justement, pour répondre à tous les besoins donc, de la cellule, ceux que je vous ai cités jusque-là. Alors ça, c'est intéressant parce que le réseau microtubulaire, c'est un réseau qui est dit dynamique. Donc, il est caractérisé par ce qu'on appelle en fait une instabilité dynamique. On va avoir des phases dites de croissance. Donc, si vous regardez un tout petit peu, alors là, on n'a pas la cellule dans son intégralité. Hein, sur la vidéo ici, on voit plutôt une zone qui va être très étalée, de sorte à donc avoir plutôt de microtubules individualisés. On voit que certains d'entre eux, vous voyez, ils commencent à croître, hein, la longueur augmente, puis d'autres, au contraire, vont plutôt se raccourcir. Et ça, évidemment, à chaque fois, ça va être pour les besoins, pour remplir les besoins donc, de la cellule en tant que telle. Alors ça, c'est intéressant parce que donc, on voit qu'effectivement, on a un microtubule qui est loin d'être quelque chose d'aussi statique qu'on pourrait imaginer. En fait, on a quelque chose d'extrêmement, extrêmement dynamique. Et donc, du coup, forcément, on va pouvoir jouer dessus. Alors, comment est-ce qu'on peut jouer dessus? D'abord, pharmacologiquement. Donc là, par exemple, ici, on va utiliser ce qu'on appelle en fait des agents antimitotiques. C'est-à-dire que donc, ça, c'est des choses qui sont bien connues. Par exemple, la colchicine, hein, qui est en fait un extrait, par exemple, de la colchicine de Lettré. Vous connaissez probablement tous un peu la chanson. Voilà un petit peu sa structure moléculaire. Eh bien, tous ces composés-là, généralement, vous voyez, sont plutôt ce qu'on appelle en fait des hétérocycles, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre plusieurs cycles, chaînes carbonées, etc. Et ils vont avoir une forte affinité
pour justement les microtubules. Les sites de liaison de ces composés avec le microtubule, évidemment, sont très bien identifiés parce que ça va être des composés qu'on utilise depuis au minimum une soixantaine d'années, mais si on prend d'accord, depuis, effectivement, on a quand même pas mal travaillé. Vous allez avoir un composé intéressant qui est ici, par exemple, le taxol, et qui va être un composé que l'on utilise assez couramment dans le traitement de certains cancers féminins. Cancer du sein, cancer du utérus, cancer des ovaires, par exemple, des choses comme ça. Ça peut être des produits qui vont être donnés dans ce qu'on appelle en fait une première intention, c'est-à-dire un premier traitement d'un patient, de sorte à voir si effectivement déjà la tumeur va se répondre, dans le sens est-ce qu'on arrive à la tuer. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on va essayer de sortir notre artillerie. Mais globalement, ces agents anticancéreux qui sont donc traités évidemment comme des agents antimitotiques, ils vont avoir pour conséquence soit de stabiliser le micro, soit tout simplement de favoriser ce qu'on appelle en fait un méthode dépolymérisée, c'est-à-dire qu'on va empêcher sa formation. L'objectif, c'est toujours le même, c'est de tuer la cellule, puisque donc on va lui retirer et sa capacité à se diviser, et sa capacité à migrer, et même au-delà de ça, sa capacité tout simplement à vivre, puisque donc tout ce qui va être trafic, macromoléculaire, petites vésicules, des choses comme ça, vont être accomplis. Généralement, la cellule, elle n'aime pas ça, qu'elle soit tumorale ou qu'elle soit pas chose d'ailleurs, eh bien, elle va rentrer en mort cellulaire, c'est-à-dire que ça peut être des processus d'apoptose, ça peut être des processus de nécrose, etc. Par contre, la nature étant bien faite, elle ne laisse pas faire les choses comme ça. De manière innée, eh bien, elle va aussi produire, exprimer des protéines qui, en dehors de tout pharmacophore, comme je vous ai par exemple cité jusque-là, eh bien, vont interagir avec le microtubule de sorte tout simplement à le réguler pour, encore une fois, remodeler ce cytosquelette et évidemment répondre à ses besoins. Alors, généralement, vous allez avoir des protéines, ce qu'on appelle en fait des protéines associées qui peuvent être de différentes catégories. Ça peut être des protéines moteurs, par exemple, c'est-à-dire donc qui vont entrer en jeu lorsqu'il va falloir emmener, ça peut être une organique, ça peut être une macromolécule d'un endroit à un autre endroit. Donc elle va vraiment utiliser les microtubules comme des rails, tout simplement. Ça peut être aussi des protéines qui finalement protègent ou favorisent, je dirais, cette dynamique microtubulaire. C'est ce qu'on appelle en fait des plus tips, parce qu'elles se retrouvent tout simplement à l'extrémité, type en anglais. Et puis il y en a une qui va quand même nous intéresser, une grande famille. Ce sont ce qu'on appelle en fait les protéines de cohésion, ou on l'entend sous le terme de protéines architecturales, c'est qu'en fait elles vont vraiment interagir activement avec le microtubule, et qui vont être, elles, en deux sous-catégories. Ça peut être des catégories de type déstabilisatrices, ce qu'est la statine, on en a aussi pas mal, il y a aussi certains cancers qui sont associés à ça. Mais aussi, il y en a une qui m'intéresse vraiment depuis que je suis ici à Marseille, c'est évidemment la protéine stabilisatrice, alors pas toute seule, c'est pas on pourrait dire les protéines stabilisatrices, c'est évidemment la protéine tau. Et là, je vais vous en parler un peu plus longtemps. Alors, la protéine tau, c'est une protéine un peu difficile. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a qu'un seul gène, mais par un processus, ce qu'on appelle en fait d'épissage alternatif, elle va donner jusqu'à 6 isoformes de la même protéine, et qui vont différer, c'est ce que je vous indique un petit peu ici sur cette diapositive, elles vont différer, on va couper des petits bouts dans la séquence complète de la protéine, et curieusement, eh bien, toutes ces protéines, toutes ces isoformes de la protéine tau sont capables. Il y a quelque chose qui reste encore assez obscur autour de cette protéine, c'est pourquoi est-ce que la nature s'embête à en produire autant de différentes. Eh bien, quelques travaux montrent quand même qu'il y a quelques subtilités, notamment dans l'interaction de cette protéine avec le microtubule, en fonction de l'isoforme, mais également eh bien, dans la fonction et le résultat de cette interaction-là. On ne va pas rentrer dans les détails. Moi, ça qui m'intéresse aujourd'hui le plus, c'est la forme la plus longue. C'est celle qui va présenter, vous voyez, jusqu'à 441 acides aminés.
peu importe, ça c'est juste pour donner des chiffres. Alors, de manière assez générale, on se dispute en science. Chacun va avoir raison. Et notamment concernant cette interaction de la protéine avec, bien sûr, sa cible, ici je vous présente que quelques modèles possibles d'interaction de la protéine avec, bien sûr, sa cible, qui est ici le microtubule. Vous voyez que globalement, on va avoir des modèles assez différents. On va avoir des protéines tau qui vont arriver un peu en paquet, comme un clou, je dirais un petit peu sur les modèles un petit peu que vous avez sur la gauche. Il y a d'autres modèles qui montrent plutôt une installation longiligne sur, tout simplement sur le microtubule. La difficulté, en fait, de tous ces modèles, et je dirais même du sujet sur la protéine tau, c'est que, curieusement, même quand elle est en interaction avec sa cible, avec le microtubule, elle ne modifie absolument pas sa structure. C'est même plus vicieux que ça, elle n'en a aucune. Elle n'a absolument aucune structure. Bon, pareil, pour ceux d'entre vous qui font un petit peu de, je dirais, un petit peu de structural, généralement, on va retrouver des structures, comme on appelle en fait des hélisalpha, des feuillets bêta, des choses comme ça, et qui vont donner une forme à votre protéine. Et c'est quand elle a adopté cette forme qu'elle devient fonctionnelle. Alors là, c'est quand même très curieux, parce qu'on a une protéine qui est fonctionnelle, mais qui n'a pas besoin d'adopter une forme pour être justement fonctionnelle. C'est ce qui rend le sujet très difficile à étudier. Globalement, on ne la voit pas. Aujourd'hui, on n'a pas très peu de techniques qui sont capables justement de comprendre et de voir surtout une protéine parce qu'elle n'est pas structurée. Les modèles sont très certainement valables, sauf qu'effectivement, on n'en sait rien. D'accord? Alors du coup, allons un peu plus loin. Comme beaucoup de nos protéines, eh bien, elles peuvent subir des dérégulations. D'accord? Quand c'est léger, quand vous avez un système d'élimination, que ce soit par exemple un système de protéase qui va tout simplement couper la mauvaise protéine, enfin plutôt la protéine qui est malade, en petit bout, elle est éliminée comme ça, c'est pas très grave. Le problème, c'est que quand cette quantité de protéines devient trop importante, c'est là où généralement vous avez une pathologie qui commence à apparaître. Ça commence par les symptômes, c'est symptomatique, et après, évidemment, à la fin, ça finit par dériver. Alors, cette protéine, comme je vous le disais, probablement vous la connaissez bien dans une maladie assez médiatisée qui est la maladie d'Alzheimer. Dans cette pathologie, eh bien, cette protéine a la fâcheuse tendance d'agréger avec elle-même pour former donc des gros agrégats qui sont malheureusement neurotoxiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, les neurones, quand ils vont présenter ces agrégats de protéines tau, ils vont devenir tellement denses, tellement nombreux, que ça va enclencher des signaux au sein donc, de votre neurone pour le pousser tout simplement à mourir. D'accord? C'est un problème, parce que ça n'aide pas pour réfléchir. Donc, dans ce cas-là, eh bien, il va falloir essayer de trouver un remède. Dans le cas qui va nous intéresser un peu plus, depuis vingtaine d'années, on s'aperçoit que cette protéine va être aussi détournée, entre guillemets, par des cellules tumorales. C'est-à-dire que donc, des cellules normales qui ne sont pas censées exprimer la protéine tau, eh bien, va réexprimer cette protéine. Donc, on va se retrouver dans une situation où on a de l'expression aberrante de la protéine, et elle va profiter de la fonction première de la protéine qui est de réguler, d'intervenir dans le remodelage du cytosquelette, à son bénéfice, et réactiver des processus comme par exemple de la migration, de la division cellulaire, donc de la prolifération, etc. Et ça, indépendamment, éventuellement, de toute modification qu'on appelle post-traductionnelle, c'est-à-dire des processus de régulation de la protéine. Et ça, c'est là où ça devient un petit peu dangereux. Alors, un exemple, ici, c'est une étude qui s'intéresse à un cancer qui n'a rien à voir avec le glioblastome aujourd'hui, qui est le cancer du sein. Ou, alors ça commence à être un petit peu vieux, parce que ce sont des travaux qui datent du début des années 2000, où ils ont essayé de corréler le niveau d'expression de la protéine et ce qu'on appelle la résistance tumorale au traitement. Je vous ai parlé tout à l'heure du Taxol.
donne notamment dans le cadre du traitement de certains cancers du sein. Effectivement, ils se sont aperçus que chez un certain nombre donc, de patientes, eh bien, ces patientes échappaient au traitement et quand ils faisaient une analyse plutôt de la biopsie, ils s'apercevaient qu'en fait, ces patientes présentaient eh bien, une surexpression de la protéine Tau. Bien sûr, quand ils ont commencé à voir ça, ils se sont dit, on va regarder un petit peu plus loin. Et ils ont donc tout simplement recensé, alors ici, vous n'avez pas que ça, vous avez aussi ce qu'on appelle en fait des lignées cellulaires, et ils ont montré clairement qu'il y avait une corrélation entre le niveau d'expression de la protéine Tau et la résistance thérapeutique de ces cellules-là. C'est-à-dire donc, finalement, une cellule qui va beaucoup exprimer la protéine Tau, eh bien, ça va être une cellule qui ne va pas répondre au traitement. Ça pose effectivement un certain problème. Parce que ça veut dire qu'il va falloir trouver un autre traitement. Et ce n'est pas toujours le cas. Ça veut dire donc que déjà ici, on a une protéine qui peut être incriminée. Alors, revenons un tout petit peu justement au sujet d'aujourd'hui, que sont donc les glioblastomes. Donc, Emmanuel vous a beaucoup parlé de ça, je ne vais pas reprendre ça, ça n'a aucun sens, effectivement. Mais on va plutôt donc se concentrer sur cette histoire de protéine Tau. On s'aperçoit qu'il n'y a pas, effectivement, comme il l'a très bien souligné, il n'y a pas qu'un seul glioblastome. Presque finalement un glioblastome personnalisé, c'est que chaque individu, chaque patient en souffrant, eh bien effectivement, on s'aperçoit que c'est son glioblastome presque. Je pense qu'il s'en passerait effectivement. Mais quand on va regarder un petit peu, je dirais, les types cellulaires et ce qu'il va devenir, on peut globalement séparer en deux grandes catégories ces cellules tumorales. Ce sont des cellules, on dit proneuro, c'est-à-dire qui sont déjà différenciées. En tout cas, on sait déjà qu'ils vont devenir clairement des cellules de glioblastome. Et elles sont déjà très avancées donc, dans l'engagement pour devenir vraiment des cellules du glioblastome, donc de la tumeur. Et vous allez avoir aussi, parallèlement à cela, une deuxième famille. Donc ça, c'est celles-là finalement qui sont les plus vicieuses, parce que c'est celles-là qui vont être les plus actives quelque part. Ce sont celles qu'on appelle en fait les cellules mésenchymateuses, et qui, elles, sont dans un processus de différenciation qui est beaucoup plus précoce. C'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus dédifférenciées. Et vous voyez ici que, par exemple, elles vont se distinguer les unes et les autres par leur niveau d'expression de Tau. Donc, globalement, lorsque vous allez avoir une expression de Tau qui croît, eh bien, vous allez avoir une avancée dans la différenciation de vos cellules. D'accord ? Donc, comme si, finalement, quelque part, ces deux protéines participaient à ce processus de différenciation. Du coup, la question qu'on peut se poser, quand on regarde comme ça, finalement, ces deux grandes familles, c'est quel est le rôle, finalement, de cette protéine-là dans les processus de prolifération, mais aussi, finalement, son impact sur la migration cellulaire. C'est là où, justement, je vais vous montrer quelques-uns des résultats que nous avons obtenus donc, au sein de l'équipe. Alors, première chose, si je regarde un petit peu le niveau d'expression de cette protéine, avec une simulation ici, alors pareil, une souris, on ne va rien demander, malheureusement, on va la martyriser un petit peu, et on va inoculer dedans des cellules de glioblastome. Deux types, une qui exprime et une qui n'exprime pas la protéine. C'est ce que vous avez ici sous le terme donc, de U87, c'est une lignée de glioblastome, peu importe, et une qui s'appelle SH control, c'est-à-dire donc c'est celle qui va exprimer la protéine Tau. Et en dessous, vous allez avoir U87 SH Tau, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait exprès d'éteindre le gel exprimant la protéine en tant que telle. D'accord ? Donc, de sorte à obtenir comme ça, eh bien, deux lignées qui, l'une exprime, l'autre qui n'exprime pas. Ça, c'est intéressant, parce que quand on va donc inoculer donc, des souris, plutôt cerveau de souris, un certain temps, mais on s'aperçoit, en tout cas, un certain nombre de ces souris, c'est ce que vous avez un petit peu au-dessus. Passé noir, eh bien, ce sont celles qui expriment la protéine Tau. Vous voyez que globalement, elles sont moins en moins nombreuses et beaucoup meurent en moins de 40 jours. D'accord ? Alors qu'au contraire, si elles meurent toutes, malheureusement, le glioblastome, on en échappe effectivement. Mais si on prend par contre des souris dans lesquelles donc, on a éteint le niveau d'expression de la protéine Tau, là vous voyez qu'en fait,
on double allègrement, voire on triple presque le temps de vie de ces souris-là. Et si on regarde un tout petit peu plus, finalement, à quoi ressemble la tumeur dans ces souris, en comparant donc, en haut celle qui exprime la protéine Tau et en bas celle qui n'exprime pas, eh bien on voit effectivement que la tumeur est beaucoup plus grosse dans les cerveaux de souris qui expriment la protéine Tau. Donc on va avoir une croissance de la tumeur qui va être beaucoup plus importante, beaucoup plus rapide dans ces cellules-là. Donc, ça veut dire clairement qu'effectivement, Tau participe, c'est pas le seul acteur, mais la seule actrice, donc Tau n'est pas la seule, mais c'est une actrice majeure, je dirais, donc du processus de prolifération cellulaire dans le modèle qui nous intéresse. Alors, la question maintenant qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut simuler cette situation? Donc, moi, j'aime pas trop martyriser les tissus. J'essaye toujours un petit peu quand même d'avoir un modèle qui me permet un petit peu de se rapprocher, mais qui reproduit un tout petit peu les conditions. Alors, les conditions qu'on peut trouver, bien sûr, donc, dans la tête de ces souris. Alors, comment est-ce qu'on peut finalement reproduire ce phénomène in vitro? C'est plus facile. Eh bien, c'est le modèle du sphéroïde. C'est-à-dire, donc, on va faire mimer la formation donc, de microtumeurs, des neurobroncosphères, en rassemblant dans un milieu, ce qu'on appelle en fait un milieu cytophobe, c'est juste de la cellulose, que l'on va mettre. Et donc, les cellules, comme elles ne peuvent adhérer absolument à aucun support, finalement, on va former un couple. On va former tout simplement une microtumeur juste avec un couple. D'accord? C'est ce que vous avez ici, c'est que là, je vous montre ce qu'on fait au début, c'est-à-dire que la J0, on les met dans ce milieu-là. Je vous montre le début puis la fin, hein, ça va être simple. Quelque chose qui sort déjà du four, ça c'est intéressant. Comme ça, on voit tout de suite quand ça fonctionne. Et vous avez à droite, eh bien, justement, ces microtumeurs qui peuvent se former. Alors, c'est pas très gros, hein. Ça va faire entre 200 et 500 micromètres. Hein. Donc, au mieux, un demi-millimètre. C'est quand même pas très très gros, mais ça reproduit vraiment, finalement, tout ce qu'on va retrouver dans une microtumeur avec les différentes régions que l'on peut avoir dans cette tumeur et puis différents processus. Alors, du coup, reprenons un tout petit peu. Refaisons la même chose. On reprend le lignées cellulaires, celles qui expriment, celles qui n'expriment pas. Celles qui expriment, elles sont à gauche. On les suit au cours du temps. Et celles qui n'expriment pas, elles sont à droite. D'accord? Et pareil, on les suit au cours du temps parce qu'on est très fort. On va les suivre jusqu'à 14 jours. En fait, on peut les maintenir en vie, ces microtumeurs, pendant 14 jours. Et on est toujours un petit peu dans ce milieu dit cytophobe, donc ça veut dire qu'en fait, elles ne vont se concentrer que sur la prolifération. Elles n'adhèrent pas, donc elles ne se concentrent que sur ces processus-là. On voit clairement que lorsqu'elles expriment la protéine Tau, alors qu'au contraire, lorsqu'elles répriment la protéine Tau, on voit que cette croissance est beaucoup plus lente. Ce qui explique bien finalement notre résultat obtenu avec les souris. Effectivement, eh bien, ces tumeurs, eh bien, ne vaut mieux pas qu'elles expriment donc la protéine Tau. Donc ça, effectivement, on voit que cette protéine, encore une fois, intervient grandement dans les processus de prolifération des cellules de glioblastomes. Alors, la question seconde que l'on se posait, c'est est-ce que finalement cette protéine intervient aussi dans les processus de migration? Parce que donc, effectivement, alors, contrairement à d'autres cancers, les glioblastomes, lorsqu'il va y avoir de la migration, c'est-à-dire la formation des métastases, etc., le cerveau étant finalement une boîte, eh bien, ces cellules métastasiques vont envahir que le tissu cérébral. D'accord? On ne va pas en trouver comme pour certains types de cancers, comme par exemple les mélanomes. Ne pas parcourir des distances de folie. D'accord? Donc, elles vont se cantonner tout simplement à cet organe-là. En fait, elles s'y sentent bien, parfois, donc elles continuent donc tout simplement à y aller. Alors, du coup, comme ce ne sont quand même pas des Formule 1 dans la migration, eh bien, des fois, il faut changer un peu de modèle. Alors, ici, c'est quand même toujours des cellules de glioblastome, on change un petit peu donc, de modèle, mais
Pareil, on continue un petit peu à étudier l'incidence donc, de l'expression de la protéine tau. Vous avez en haut celle qui n'exprime pas, puis celle en bas, celle qui exprime. Alors du coup, ça, ce sont des images, ce pas des images, ce sont des vidéos qui sont obtenues tout simplement c'est pas très original, par vidéo microscopie. C'est-à-dire qu'on va mettre notre préparation de cellules. Les cellules sont déposées sur un support blanc, d'accord? Elles sont dans un milieu qu'on appelle en fait un milieu isotropique, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont tout ce qu'il faut pour vivre. Des nutriments, du milieu, de l'eau, rien ne les arrête. Et on regarde un petit peu comment ces cellules bougent au cours du temps en prenant des images. Ici, c'est une image de toutes les heures. Et on va surveiller pendant une dizaine d'heures. Et on regarde ce qui se passe. Et là, on s'aperçoit que, vous voyez, déjà, première chose, les cellules, effectivement, bougent. Elles migrent sur ce support. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elles restent sur ce support. Donc, elles se cramponnent, finalement, au fond de la boîte. Et puis, elles se traînent, bien sûr, sur tout le support. Par contre, il y a quand même quelques différences entre le fait qu'elles expriment ou qu'elles n'expriment pas. C'est-à-dire que comme on a une vidéo, on va pouvoir eh bien, suivre leur trajectoire. C'est ce que je vous ai mis juste à droite sur la diapositive, où là c'est une dizaine de trajectoires, donc une dizaine de cellules que l'on a suivies au cours du temps. On va compter bien plus, mais première chose quand même qui vous saute aux yeux, j'espère, c'est l'étendue de la zone qui va être explorée. On voit clairement que quand elle n'exprime pas tôt, finalement, elle se cantonne au centre de la cellule. Alors qu'au contraire, elles sont très curieuses, si je puis dire, lorsqu'elles expriment tôt. Donc elles ont tendance à ficher le camp. D'accord? Donc on va voir comme ça, finalement, une protéine qui a l'air apparemment d'intervenir dans cette migration en favorisant quelque part une échappée des cellules sur leur support. D'accord? Donc, elle favorise cet aspect-là. Alors du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est LDO, celle qui n'exprime pas tôt, finalement, alors que c'est la même lignée cellulaire, comment est-ce que ces cellules, finalement, n'arrivent pas à s'en sortir? Certes, effectivement, tau, c'est une protéine associée au microtubule, mais comment est-ce qu'on pourrait finalement décomposer le mouvement de la cellule au cours de la migration? Ça, c'est un support super intéressant. C'est une société qui vend ça, société française, Cocorico, et qui, tout simplement, vous fournit des lamelles de verre sur lesquelles a été déposée en ligne de la matrice extracellulaire. On s'en fiche là-ci. Mais ça veut dire que tout simplement, quand vous allez déposer vos cellules, elles vont adhérer à cette ligne et elles ne vont migrer que sous cette ligne-là. D'accord? C'est ce que vous avez un petit peu. Alors j'ai un peu accentué le contraste. C'est ce que je vous montre. Ce que je vous montre ici avec les flèches et que j'appelle piste de matrice. Bien vraiment, ça va vraiment être un monorail entre guillemets, qui de différentes largeurs. On peut jouer un petit peu sur la largeur de ce rail-là. Et la cellule ne va faire que migrer dans un sens, au niveau de la migration inversée. Et ça, c'est intéressant, parce que dans ce cas-là, eh bien, on va pouvoir mieux décomposer le mouvement de la cellule quand elle est justement dans cette phase de migration. Encore une fois, vous avez la cellule du haut qui est sans protéine tau, et c'est la cellule du bas qui est avec de la protéine tau. Je crois que c'est sans commentaire. On voit clairement que celle du bas, elle n'attend pas. Elle migre. Ce qui est intéressant de noter, c'est que vous allez avoir une coordination entre l'avant et l'arrière. Un peu comme le mouvement d'une chenille sur une tige. C'est-à-dire, c'est d'abord l'avant qui vient attraper de la matrice devant elle, elle adhère. Une fois qu'elle a adhéré, elle commande à l'arrière, tu te retires. Tu arrêtes d'adhérer et tu te rétractes pour revenir vers l'avant. Et ainsi de suite. C'est une machinerie comme ça. L'avant s'avance, l'arrière se rétracte. Et etc., etc. De sorte à rendre la migration efficace. Quand on regarde, quand il n'y a pas de plateau, vous voyez qu'elle est beaucoup plus hésitante. Et effectivement, sans vous montrer plus de mesures que ça, je pense que la vidéo parle d'elle-même, l'avant ne marche pas trop mal. On voit que régulièrement, elle tente d'aller attraper un peu plus loin devant. Sauf que le problème, il est à l'arrière. Et effectivement, on a montré là, dans cette étude-là que
La communication, ça passe par ce qu'on appelle des voies de signalisation, peu importe, mais la communication entre l'avant et l'arrière est rompue. Ce qui fait que donc, du coup, le message du « arrête d'adhérer derrière » n'est pas donné. Et ce qui fait que donc, finalement, on se retrouve avec les cellules, lorsqu'elles n'expriment pas tôt, eh bien, comme un peu scotchées, agrafées à l'arrière, latentes, devant, mais elle n'arrive pas à décrocher derrière. Et quand elle y arrive, bah, c'est déjà trop tard, l'avant n'est plus en demande d'avancer. Ce qui fait donc au final qu'on a une cellule, lorsqu'elle n'exprime pas tôt, qui tout simplement est beaucoup moins efficace dans sa migration. Alors, pour aller un peu plus loin un petit peu dans ces résultats-là, voilà, c'est un petit peu ce que je vous raconte ici, ça va activer évidemment un certain nombre de voies, mais on voit aussi que lorsqu'elles sont ensemble, c'est-à-dire que c'est plutôt la partie en haut, eh bien, vous allez avoir une cellule qui va être conditionnée. C'est-à-dire que quand on va être dans le modèle du sphéroïde, c'est-à-dire de la tumeur, quand elle reste en tumeur, elle va plutôt se concentrer sur la prolifération, sur la division cellulaire, de sorte donc à augmenter la croissance de la tumeur. D'accord? Puis à un moment donné, eh bien, on va considérer plutôt des cellules sur la périphérie de la tumeur. Si elles se retrouvent dans de bonnes conditions d'adhésion, eh bien, dans ce cas, elles disent oh, ciao, je m'en vais, ça suffit. Moi, ce que je vais faire, je préfère repartir, voguer vers d'autres horizons. Et dans ce cas-là, on voit une perturbation de ces voies de signalisation qui permet alors de rendre pleinement fonctionnel notre protéine tau et surtout notre fameux microtubule, celui qui va être extrêmement important dans notre problème métastasique. Et donc, on va avoir comme ça deux états. Tau intervient dans les deux états, mais il va être régulé différemment. D'accord? Ce sont des régulations qui se font souvent, des régulations par phosphorylation, et qui vont intervenir, et bien sûr, tout un tas d'acteurs différents. Donc, vous allez avoir comme ça, finalement, un contrôle de la protéine tau par ces processus un petit peu de phosphorylation qui modère l'importance du microtubule lorsqu'on est plutôt dans la tumeur, c'est-à-dire qu'on va se concentrer clairement sur la division cellulaire. Au contraire, on va lever cette régulation lorsqu'on va considérer une cellule en phase de migration, et dans ce cas-là, la cellule fiche le camp. Et elle préfère donc tout simplement partir. Alors du coup, on voit que donc on a une histoire un peu plus complexe que simplement j'exprime pas. Donc du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est exprimer, sauf ne pas exprimer justement. En fait, c'est pas si simple que ça. Et je pense qu'on a à apprendre beaucoup de nos collègues qui font de la recherche comme sujet des maladies neurodégénératives. De manière générale, eh bien, si je reprends un peu le modèle finalement de l'installation longiligne de la protéine le long du microtubule, peu importe, ça peut être un autre modèle ici, généralement, cette protéine donc, va réguler notre microtubule. Lorsque ça commence à aller mal, notamment quand vous allez avoir des processus, par exemple, de phosphorylation, on voit qu'en fait, on va énormément perturber l'interaction de la protéine tau avec le microtubule. Et c'est là où l'histoire commence à être un peu un problème pour les maladies neurodégénératives, taux dépendantes, puisque dans ce cas-là, on va avoir arrêt de l'interaction, accumulation de la protéine sous cet état-là hyperphosphorylé en agrégat, et c'est là où justement ça commence à être un problème. Du coup, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut intervenir sur un point de vue médicamenteux, justement sur ces processus-là? Alors, on a principalement trois approches. Aujourd'hui, quand on fait un tour d'horizon un petit peu de tout ce qui est développé, eh bien, on peut jouer sur trois niveaux. Les trois niveaux, c'est ceux que je vous indique ici. On peut jouer, bien sûr, sur ces enzymes qui interviennent sur la régulation de la protéine tau, et notamment avec cette histoire de phosphorylation. On peut intervenir par exemple par immunothérapie. Ça, c'est justement des aspects qui sont développés pour la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, il y a un qui a été peut-être approuvé par l'organisation mondiale FDA, d'accord. Et puis, il y en a une ici que je vois que c'est complètement coupé. Eh bien, celle qui va m'intéresser ici, pour finir, donc, je dirais,
vais aborder la dernière partie de mon exposé, et qui va être, je dirais, de jouer plutôt justement sur cette histoire d'agrégation. C'est-à-dire, en fait, chercher à protéger ma protéine tau, vous allez comprendre pourquoi, pour justement arrêter les processus métastasiques de notre cellule, c'est-à-dire à la fois sur la migration, mais aussi sur la prolifération. Alors, justement, hein, on ne s'est pas ennuyé, si je puis dire, et si je vous présente sous la forme d'un diagramme tout ce qui est en test actuellement. D'accord? Donc, ça, c'est issu, donc, en tout cas, c'est le bilan que l'on a fait donc, en 2022. J'ai segmenté en 4 secteurs, c'est-à-dire tous les secteurs que je vous ai cités jusque-là, avec différents états d'avancée. Est-ce qu'on est encore qu'à l'état donc, de recherche fondamentale? Ça va être le carré le plus extérieur. Est-ce qu'on est déjà à l'étape dite de préclinique, c'est-à-dire là où on va faire plutôt des tests sur le petit animal, pour voir si ça marche? C'est celui du centre. Et puis vous allez avoir tout ce qui va être déjà un peu en essai clinique, c'est celui tout au centre. D'accord? Alors vous voyez qu'en fait c'est relativement riche, il y a quand même beaucoup de pistes. Certaines d'entre elles, c'est tout ce qui va être plutôt des petits triangles rouges ici, des choses qui sont en test, on va dire, pour le glioblastome. Et vous voyez que globalement, lorsqu'on va s'intéresser à tau et à chercher à cibler cette protéine, ben c'est partout ailleurs que dans le glioblastome. D'accord? Et on va pouvoir jouer comme ça sur plein de niveaux ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi justement s'intéresser à vouloir protéger la protéine tau? Eh bien, c'est raisonner avec notamment les agents antimitotiques qui stabilisent alors le taxol, ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que l'objectif, on part d'une hypothèse basée donc sur cette observation qui dit si j'augmente la quantité de taux de manière directe ou de manière artificielle, dans ce cas-là, je devrais en principe avoir pour résultat de stabiliser énormément mon microtubule, c'est-à-dire un peu sur le modèle d'un agent antimitotique dit stabilisateur. D'accord? Et dans ce cas-là, par conséquence, un peu comme justement cet agent-là, je devrais arrêter la migration, mais aussi la prolifération. C'est d'accord avec moi? Donc, regardons un tout petit peu ce que l'on peut faire. Eh bien, en collaboration avec un collègue qui fait de la synthèse donc, de molécules, on s'est intéressé à 2 familles de molécules pour n'en faire qu'une seule. Les flavonoïdes, pour commencer, c'est un produit naturel. Vous allez les rencontrer dans les fameux 5 fruits et légumes que vous allez manger dès ce soir, j'en doute pas un seul instant, et qui vont donc se retrouver dans ce règne-là. Alors ici, hein, ce n'est pas des poireaux et des carottes que je suis en train d'extraire, hein, d'accord, ce sont des produits de synthèse que nous avons ici, mais qui vont avoir un rôle intéressant et qui peuvent avoir aussi une activité anticancéreuse. Un autre composé que l'on va retrouver aujourd'hui dans un certain nombre de médicaments, des médicaments encore assez puissants, notamment certains anticancéreux, c'est un groupement, ce qu'on appelle un groupement thiazole, peu importe son nom, peu importe sa figuration. Et l'objectif, c'est finalement à partir de ces 2 composés, qu'on sait avoir une activité anticancéreuse, est-ce qu'on peut en faire un super composé, vraiment puissant, nouveau, tant qu'à faire, ça serait pas si mal quand même, ça changerait un peu, et qui va avoir évidemment une activité anti-glioblastome. Ça serait quand même super. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces 2 composés? Ces quelques titres-là ici que je vous réunis. On voit que les flavonoïdes ont une activité plutôt anticancéreuse, pas tous, hein, systématiquement, mais... Alors vous savez, hein, les flavonoïdes, c'est souvent présenté comme ce qu'on appelle en fait des antioxydants, d'accord? Et que effectivement, il y a beaucoup de cellules cancéreuses eh bien, qui vont profiter d'un état oxydant pour activer tout un tas de voies prolifératives et migratoires. Et donc l'idée, c'est j'utilise un antioxydant pour justement arrêter ces processus-là. Donc en théorie, je devrais avoir une activité anticancéreuse. Ça ne marche pas toujours, hein, bien évidemment, ils n'ont pas tous le même pouvoir anticancéreux, évidemment. Mais surtout, c'est que certains de ceux-là, ça c'est intéressant, ils permettent de recouvrer une sensibilité au traitement de base des glioblastomes, qui est le temozolomide. On en a parlé tout
D'accord? Certains d'entre eux, effectivement, ont ce pouvoir-là. Donc ça, c'est quand même intéressant de le noter. Et puis, comme je vous le disais, il y a ces résidus, donc effectivement, thiazol, qui eux aussi peuvent avoir une activité antimitotique. Donc, l'idée derrière, c'est effectivement de faire un supercomposé. Alors, on crible beaucoup de molécules. Là, ici, ce n'est qu'une fraction des molécules qui peuvent être testées. On va apporter des modifications sur la molécule de base, de sorte à tester finalement leur cytotoxicité. Est-ce qu'ils sont toxiques sur des cellules de glioblastome? L'objectif étant évidemment de contrôler. Donc, est-ce que c'est possible? Ben, oui, parce que finalement, dans toute la collection que nous avons testée, on a trouvé un qui est efficace à échelle du micromolaire, c'est-à-dire donc 10-6 molaires de votre. Donc, il va en falloir vraiment un filtre là pour observer finalement une mort cellulaire. Alors, on n'a pas fait que ça. Hein. On a regardé tout un tas d'autres choses. On a vu que ce composé, c'est celui que je vous encadre ici, ce composé aussi perturbait le microtubule au travers de taux, puisque c'est un composé qui va cibler la protéine tau. Hein. On va engendrer un remodelage de ce cytosquelette, ce qui va avoir pour conséquence aussi de ralentir, sinon d'abolir complètement la migration cellulaire. Alors, on a fait d'autres choses aussi. On a regardé aussi est-ce que ça a un impact sur la prolifération cellulaire. Oui, ça a un impact sur la prolifération cellulaire. On a même commencé déjà à mettre au point un protocole thérapeutique, entre guillemets, c'est-à-dire savoir finalement la fréquence d'administration de ce composé-là, si on veut maintenir justement un arrêt de la prolifération cellulaire, par exemple. D'accord? Alors du coup, je finirai avec ça. Je pense que ça fait pas mal le bilan. On est finalement, au-delà de vouloir à tout prix chercher un nouveau composé, on est un peu pris, entre guillemets, entre le marteau dans notre choix. Puisque, et ça c'est vrai pour toutes les thérapies d'aujourd'hui, c'est que quand vous allez chercher un nouveau composé qui vous en ferait un médicament, là vous êtes toujours partagé entre cibler, donc tuer la cellule cancéreuse, mais préserver finalement toutes les autres cellules, celles qui n'ont rien à voir, celles qui n'ont rien demandé, qui ne sont pas du tout cancéreuses. Et particulièrement ici, par exemple, le neurone. Si on a un composé qui est toxique, il faut impérativement que ce même composé ne le soit pas sur les autres cellules. Et c'est ça, en fait, tout l'enjeu de notre recherche. Ce composé qui a finalement cette double face, c'est capable de tuer tout en étant capable de préserver celle que nous voulons. D'accord? C'est vrai pour la protéine tau, c'est vrai pour n'importe quelle autre protéine. C'est ça toute la difficulté, je dirais, tout l'enjeu de la pharmacie moderne. C'est trouver donc le bon médicament. Et puis évidemment, pour terminer, je souhaite donc évidemment remercier vous, avant tout, c'est évident, et puis quelques personnes quand même de l'équipe. On est posté, bien évidemment, en fac de médecine, juste au-dessus de chez nous. Merci à vous. Alors, tu viens? Ils ont des questions? Viens. Voilà, si vous avez des petites questions, ou si jamais vous voyez que l'organisation prend un peu trop de temps, on pourra peut-être finir un petit fond dehors, donc n'hésitez pas à nous faire signe. Mais voilà. J'ai une question par rapport à la technique de microscopie. Vous avez expliqué. À feuille de lumière. Et après, ça va savoir quelle est la différence en termes de précision, peut-être, avec la microscopie confocale. J'ai envie de prévenir. Comme ça, je peux mieux voir les choses. Alors, la différence majeure entre la microscopie confocale et la microscopie feuille de lumière, c'est
que littéralement, le pont vocal, ça va être surtout au niveau du laser. En fait, le pont vocal va venir allumer une colonne et ça va être au niveau des récepteurs au-dessus de l'objectif, ou en dessous de l'objectif, qui vont venir filtrer le signal. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas à l'endroit où vraiment notre objectif est le focus, tout ça ne va pas être récupéré par les récepteurs de la caméra. Alors que la feuille de lumière, c'est littéralement un laser qui est créé déjà par 3 lasers différents, qui va venir passer sur le côté et venir allumer un plan focal. Et littéralement, tout un plan en X et en Y. Là où vraiment le pont focal va illuminer en Z. Et du coup, si on fait une acquisition longue, par exemple, on va avoir la lumière qui va allumer tout notre échantillon. Et quand on aura fini de tout imaginer en bas, au début, à la fin, on aura déjà été imagé pendant X secondes. Mais le pont focal, c'est beaucoup plus précis. On peut vraiment aller au niveau du. On peut vraiment micromètre là où le light sheet n'est quand même pas la feuille de lumière. Et quand même. On a les deux sont complémentaires. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai adoré la présentation. C'est un moment extrêmement difficile que vous avez expliqué de façon très simple. Merci beaucoup. J'avais deux questions, si j'ai jamais connaissance. Aux symptômes cognitifs de deux patients, si Donc là, on pourra y répondre à deux, compléter si j'en oublie. Alors, il y a en vrai pas mal de symptômes cognitifs qui vont être énormément dépendants de la zone où la tumeur se développe en fait. Par exemple, pas forcément au niveau cognitif et au niveau par exemple des épilepsies, ça va pas mal se développer. Si la tumeur se développe dans des structures responsables de la motricité, on va avoir des problèmes de motricité. Et souvent, en fait, les premiers signes, et arrive déjà très tard, la tumeur est souvent déjà très grosse, et vous savez, le cerveau étant très plastique, dès qu'il y a une altération, il va faire comme si rien ne se passait. Et en fait, là où ça va commencer à arriver, c'est potentiellement des sauts d'humeur, des changements d'humeur, des problèmes de somnolence, des mal de tête, des œdèmes qui vont vraiment être dépendants de la structure. Là, en sachant que les cas qui vont être les plus graves vont être opérés directement, ce sont les cas dans les structures essentielles au bon fonctionnement, où en fait, il va y avoir littéralement des problèmes de marche, des problèmes. une zone cible préférée de l'intervention. Ouais, ça va souvent être, on le voit souvent en fait, dans les côtés temporaux. C'est grand, en fait, c'est souvent sur des parties un peu sous-corticales, on va très peu le trouver dans des structures très profondes, on va un peu plus le trouver en surface, et souvent dans les parties temporales, et pas mal à côté des ventricules, parce qu'on va souvent les retrouver à côté des ventricules, en sachant que. C'est pour ça. Et dans la plupart du cas, en fait, c'est par ce développement, c'est pour ça qu'on peut souvent réaliser une chirurgie. Là où ça va poser problème, c'est par exemple si ça s'appelle trop d'hippocampe, quand c'est vraiment dans les dermitèmes, quand la tumeur est trop grosse, ça peut être autre chose. C'est bon. Je vais demander. Non, alors en fait, c'est ce qui va favoriser le développement de la tumeur, ça va être la localisation. Donc, par exemple, s'il y a une traitement de vascularisation, il va y avoir des endroits, par exemple, souvent le glioblastome va avoir tendance à plus facilement se développer. Les sous-fibreux de nerfs, par exemple, c'est comme ça qu'il arrive facilement à envahir, où il va se coller directement par exemple sur les vaisseaux ou sur des fibres d'axone. Donc en fait, plus on va avoir des faisceaux de nerfs et de nutriments, plus ça va faciliter son développement. Ensuite, pourquoi c'est vraiment dans les zones temporales? C'est surtout des probabilités en fait. Et le fait que c'est des zones qui vont être favorisées au niveau de la vie, des vaisseaux, des neurones, c'est très complexe.
très très complexe. Il n'y a pas de facteur prédictif de tiens, la tumeur va apparaître ici. On sait pas. J'avais une question par rapport à laquelle il n'y a pas grand-chose. Est-ce que c'est parce que du coup, elle reconnaît on agit, Alors c'est encore pire que ça. C'est que les populations sont bizarres. Et en fait, il exprime à sa surface des marqueurs qui disent bonjour, tu ne me vois rien. En gros, normalement, par exemple, dans la grille, vous voyez des cellules jeunes qui commençaient un peu à englober ces cellules tumorales. Et en fait, la cellule tumorale exprime une protéine qui va venir les empêcher de faire ça. Et de manière plus générale, en fait, les cellules tumorales vont libérer énormément de facteurs solubles dans le cerveau qui vont complètement venir inhiber le système immunitaire. Et en fait, j'ai été un peu médisant pour ces processus immunitaires, parce qu'en fait, elles sont extrêmement actives. Alors déjà, elles essayent, donc devant elles essayent plus. Et en fait, c'est au-delà de ça qu'elles deviennent vraiment pro-tumorales. C'est-à-dire qu'elles ne font plus rien. Mais au-delà de ça, elles balancent des facteurs de croissance et qui vont favoriser le développement même de la tumeur. Ça va être contre son camp, où elles vont commencer juste à faire l'opposé de leur objectif. Donc c'est vraiment très pervers. Et en fait, ça s'amplifie. si En fait, le problème, c'est que la protéine Tau est plutôt une protéine qu'on dans les neurones. Ça veut dire que quand on va plutôt cibler des cellules cancéreuses, comme par exemple les blastomes, qui vont présenter quand même un niveau d'expression vraiment moins que les neurones, ça paraît encore assez logique qu'on va d'abord toucher sur les neurones avant de toucher justement les glioblastomes. Alors, je vous dirais que là, avec la stratégie qu'on a ici dans le développement, c'est d'avoir justement des composés qui vont préserver notre protéine Tau dans les neurones, parce qu'elles ont justement cette propriété d'empêcher l'agrégation de la protéine. C'est-à-dire que donc d'un côté, on aurait quand même on aurait des molécules qui sont un peu bivalentes, c'est-à-dire qu'elles vont préserver le neurone, le garder intègre, parce que justement, elles vont protéger la protéine Tau. Ça tombe bien, il en a besoin, différentes choses. Puis de l'autre côté, on va tellement stabiliser la protéine Tau dans le glioblastome qu'elle va se retrouver finalement empatouillée dans ce trop-plein de Tau qui va donc dans ce cas-là devenir comme un anticancéreux. En fait, c'est un peu l'objectif. C'est un peu finalement cette façon-là qu'on a à réfléchir. Parce que quand on va chercher à éteindre l'expression de la protéine, on ne va pas pouvoir être sélectif. Ça, c'est impossible. Que ce soit même avec, par exemple, la thérapie génique ou des choses comme ça, ça va être extrêmement difficile d'être uniquement sur les cellules tumorales. On va forcément, parce qu'on voit aussi qu'on a des grosses patates, des grosses tumeurs, des grosses hermétiques. Grâce à Emmanuel, on voit que ce n'est pas le cas. Elles sont extrêmement infiltrées, finalement, ces tumeurs-là, de différents types cellulaires, et elles sont toutes importantes, en fait, ces cellules-là. On veut tuer les cellules tumorales, c'est d'accord, mais toutes les autres, on va bien les garder. Parce qu'on va se retrouver dans une mauvaise situation, là. Donc, dans ce cas-là, comment je fais pour être sélectif? Pour faire un petit peu une homologie, un petit rappel, moi, quand j'ai fait ma thèse, j'avais mon directeur de thèse qui m'a dit « Gilles, tu sais, le problème avec les cellules tumorales, c'est qu'il n'y a pas plus identique à une cellule normale qu'une cellule tumorale. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, il y a quelques différences, mais avant tout, il ne faut pas oublier que c'est une cellule normale qui fait un peu n'importe quoi, en fait. Et c'est là où, justement, il y a toute la difficulté. Comment je fais pour en cibler une
alors qu'elle ressemble énormément à celle qui est en principe normale. C'est toute la difficulté d'ailleurs de cette science.